Elle a sacrifié son frère pour un rituel, sans savoir qu'elle était la prochaine sur la liste. Bienvenue dans French African Folktale. Il était 16h47. Le soleil tapait fort sur la route de Lofida, au nord de Zolinga. C'est à ce moment précis que le drame s'est produit. Jonas revenait d'un long voyage. Il avait roulé toute la nuit pour être là à temps. Sa femme l'attendait. Ses enfants aussi. Il avait promis de leur ramener des cadeaux. Mais il ne savait pas que la mort l'attendait au tournant. Sur cette route, un camion venu à contresens a percuté sa voiture de plein fouet. Le choc a été si fort que les portières ont volé. Le pare-brise s'est brisé comme du papier. Et le silence est tombé. Des témoins se sont approchés, tremblants. Certains ont crié, d'autres ont eu le réflexe de filmer. Mais en s'approchant, ils ont vu quelque chose d'inhabituel. Jonas était encore vivant. Son bras gauche pendait, presque arraché. Sa bouche saignait. Il ne bougeait pas beaucoup, mais ses yeux étaient ouverts. Et il murmurait « Mariam, faut prévenir Mariam ». Mais personne ne connaissait cette femme. C'est un homme du coin, Kossi, qui a appelé un taxi à 3 roues. Il a couvert Jonas avec une bâche et l'a emmené à toute vitesse à l'hôpital de Fomboka. Et pendant que la voiture roulait, Jonas prononçait une phrase qu'ils allaient regretter de ne pas avoir écoutée. Esther, l'infirmière principale de garde à Fomboka ce jour-là, n'oubliera jamais ce qu'elle a vu. Quand ils ont déposé Jonas à l'entrée, elle a cru qu'il était déjà mort. Son bras gauche ne tenait plus qu'à un bout de peau. Le sang avait imbibé tout son pantalon. Et pourtant, ses lèvres bougeaient. Esther s'est penchée vers lui, choquée. Il respirait, difficilement. Mais il parlait. Je savais qu'il viendrait. Elle a essayé de lui demander « Qui ça ? Monsieur, vous m'entendez ?» Mais Jonas ne répondait plus à ses questions. Il avait le regard fixe. Il fixait le plafond, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Esther a couru chercher une chambre vide. Elle a désinfecté vite fait, posé le matelas, appelé un brancardier. Ils l'ont mis là, en attendant le médecin-chef. Il fallait l'opérer, de toute urgence. L'infirmière Esther l'avait installé dans la chambre 4, tout au fond du couloir. Jonas était faible, très faible. Mais il parlait encore. Il respirait avec difficulté, les yeux ouverts, fixés au plafond. Et juste avant qu'elle ne sorte pour aller chercher les papiers d'admission, il a chuchoté d'une voix cassée. « C'est Mariam. C'est elle qui m'a donné. » Esther s'est figée une seconde. Elle n'a pas compris. Elle a cru qu'il délirait. Puis elle a quitté la pièce. Le médecin-chef venait d'être appelé. L'anesthésiste aussi. Tout allait très vite. Mais elle croyait encore que Jonas allait s'en sortir. 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Quand elle est revenue, elle a ouvert la porte. Et là, elle a poussé un cri. Le lit était rouge. Le drap, noyé de sang. Le sol, éclaboussé. Et Jonas, allongé. Les yeux grands ouverts. Mais son corps avait été vidé. Le drap ne laissait même plus voir sa couleur d'origine. Le matelas trempé. Le sol, éclaboussé. Le sang était partout. Jonas ne bougeait plus. Il avait les yeux ouverts, figés sur un coin du plafond. Et son visage ne montrait aucune peur. Seulement de la tristesse. Comme s'il savait que ce qui venait d'arriver n'était pas un simple accident. Le bras arraché n'avait pas saigné autant. Pas assez pour expliquer ce bain de sang. Mais pendant que l'hôpital s'agitait autour de ce mystère, personne dans sa famille n'était encore au courant qu'il était mort. Le lendemain matin, il était un peu plus de 7 heures. Dans la maison familiale à Nkamasi, tout le monde se réveillait doucement. La mère de Jonas préparait le petit déjeuner. Sa sœur Mariam balayait la cour. Personne ne savait encore. Personne. Pas un appel de l'hôpital. Pas un message. Rien. Le téléphone de Jonas
Lui, ne sonnait même plus. Et puis, un voisin est entré dans la cour. Le vieux Pascal, un ancien militaire. Il tenait une petite radio portative à la main. Il tremblait. Il dit: « Mariam, tu es au courant de ce que j'ai entendu ?» Elle lève la tête, inquiète. « Non, quoi donc ?» Il monte le volume. Et la voix du journaliste sort, nette, sans émotion. « Accident tragique sur la route de Lofida. Plusieurs morts. Parmi les victimes identifiées, un certain Jonas Afolabi, commerçant bien connu dans la région de Zolinga. » Le monde s'est arrêté. Mariam est tombée sur les genoux. « Non, non, ce n'est pas vrai, pas Jonas. » La radio continue de parler, mais plus personne n'écoute. Les voisins accourent. Les pleurs commencent. Une tante crie. Une autre s'évanouit. C'est comme ça qu'ils ont appris sa mort. Par une voix. Sortie d'un poste radio. Chez un voisin. Mais ce que Mariam allait découvrir quelques heures plus tard allait la laisser sans voix. L'après-midi même, Mariam s'est rendue à la morgue de Fomboka. Avec sa mère. 2 de ses tantes. Et un cousin. Le trajet s'est fait en silence. Personne ne parlait. Personne ne pleurait. C'était comme si le cerveau refusait encore de croire. Arrivé sur place, un agent les a reçus. Il a hoché la tête, lentement. « Vous venez pour le corps de Jonas, c'est ça ?» Mariam a répondu d'une voix presque éteinte. « Oui. » L'agent les a conduits dans une petite pièce froide, au fond du bâtiment. Il a tiré le tiroir. Lentement. Et quand le drap s'est retiré, Mariam a reculé d'un pas. Elle a regardé. Longtemps. Mais elle ne reconnaissait pas son frère. Le visage était gonflé. La peau, comme brûlée par quelque chose. Les lèvres fendues. Les paupières à moitié ouvertes. Une expression figée, douloureuse. Elle a dit: « Ce n'est pas lui. » Sa mère s'est approchée. Elle a pris la main du corps. Puis elle a fondu en larmes. « C'est lui, Mariam. Regarde bien, c'est lui. » Mais Mariam secouait la tête. Elle refusait de croire que c'était ce frère-là, celui qu'elle avait vu encore en vie 2 jours avant. Et juste avant qu'on referme le tiroir, elle a eu un frisson. Un détail. Les yeux du cadavre semblaient bouger légèrement. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien montré. Mais dans sa tête, quelque chose s'était réveillé. Et ce qu'il allait se passer le jour de la veillée funèbre allait secouer toute la famille. Le jour de la veillée, toute la famille était là. La cour familiale de Nkamassi était remplie de chaises, de bâches, de marmites. Les pleurs, les chants, les prières, tout résonnait dans le quartier. Jonas était très aimé. Sa mort avait choqué tout le monde. Même ceux qui ne le connaissaient pas étaient venus. Vers 20h, le cercueil a été installé dans le salon. Ouvert. On voyait son visage. On l'avait maquillé, habillé, bien coiffé. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Pendant que les femmes pleuraient, des larmes coulaient aussi, du visage du défunt. D'abord une goutte, puis une autre, puis un filet entier qui glissait le long de sa joue. Une cousine a crié. « Regardez, le corps pleure. » Tout le monde s'est retourné. Certains ont crié, d'autres ont fui. Une des vieilles tantes s'est approchée. Elle a touché la joue de Jonas. Elle a senti que c'était mouillé. Vraiment mouillé. Mais à chaque fois que les gens s'arrêtaient de pleurer, les larmes du cadavre s'arrêtaient aussi. Dès qu'on reprenait les pleurs, ça recommençait. Les larmes tombaient de ses yeux, descendaient jusqu'au cou. Un oncle a dit « C'est sûrement la glace, le corps dégèle. » Mais une autre femme a répliqué « Pourquoi alors ses habits sont secs? Pourquoi seulement les yeux? Pourquoi pile quand on pleure ?» Et dans un coin du salon, Mariam s'est levée. Elle a regardé le corps. Longtemps. En silence. Puis elle a murmuré. « Quelqu'un a vendu mon frère. » Mais la vraie confirmation.
allait venir d'une voix qu'il croyait éteinte à jamais. Toute la nuit, les gens ont défilé autour du cercueil. Certains priaient. D'autres chantaient. Mais tous avaient remarqué la même chose. Les yeux de Jonas pleuraient. Et pas une seule fois. Les larmes ne sont venues par hasard. Elles coulaient quand les pleurs montaient dans la salle. Et elles s'arrêtaient net dès que le silence retombait. À un moment, un pasteur a dit « C'est l'esprit qui parle. Il veut qu'on sache quelque chose. » Mais personne ne comprenait quoi. On a essayé de trouver une explication rationnelle. C'est l'humidité. Le corps dégèle. C'est normal avec la glace. Mais une des cousines, Hawa, a levé la voix. Pourquoi alors c'est juste les yeux qui pleurent? Pourquoi pas la bouche? Pourquoi les larmes descendent sur les joues comme un enfant? Personne n'a su répondre. Et c'est là que la mère de Jonas s'est levée. Elle a dit d'une voix tremblante. « Je ne dors plus depuis 2 jours. Mon fils me parle. Il me dit qu'il n'est pas mort de l'accident. » Silence dans la pièce. Elle a regardé le cercueil, les yeux remplis de rage. Il dit qu'il a été livré. Tout le monde s'est figé. Mais c'est dans la cour, à l'arrière de la maison, qu'une voix masculine s'est fait entendre pour la première fois. Une voix qu'on croyait éteinte. Il était un peu plus de 3 heures du matin. La veillée continuait. Fatiguée, une partie de la famille s'était assise dehors, dans la cour. Certains dormaient, d'autres parlaient à voix basse. Les bougies commençaient à fondre. Et c'est là, dans le silence, qu'on a entendu Mariam. Une voix d'homme. Grave. Lente. Très claire. Personne n'a répondu. Puis, quelques secondes après, Mariam. Cette fois, plus fort. Plus proche. Les femmes ont sursauté. Les hommes se sont levés. Une des tantes a dit « C'est la voix de Jonas ». Et pour la 3e fois, la voix a résonné. Mariam. Le son venait du fond de la cour, là où il y avait un vieux manguier. Tout le monde s'est retourné en même temps. Mais il n'y avait personne. Rien. Pas un souffle. Pas un mouvement. Le manguier était là, noir, immobile. Mais la voix, elle, venait clairement de là-bas. Un des cousins a pris une torche. Il s'est avancé. Lentement. Il a fouillé derrière l'arbre. Rien. Mais en revenant, il a murmuré. Le sol est trempé, comme si quelqu'un venait de s'y tenir debout. Personne n'a parlé. Personne n'a osé bouger. Mais tous ont compris une chose. L'esprit de Jonas était toujours là. Et ce qu'il allait faire quelques jours plus tard. Personne n'était prêt. Depuis cette nuit-là, plus rien n'était pareil dans la maison familiale de Nkamasi. Tout le monde parlait de cette voix. Certains disaient que c'était un esprit. D'autres disaient que la douleur les faisait délirer. Mais Mariam, elle, savait. Elle reconnaissait la voix de son frère. Et ce n'était pas un rêve. Le lendemain, elle est retournée seule derrière le manguier. Il y avait encore cette sensation étrange. Comme si l'air était plus lourd, plus dense, plus froid. Au pied de l'arbre, la terre était creusée. Une empreinte de pas, bien nette. Comme si quelqu'un s'était tenu là, pieds nus. Mariam a touché le tronc. Elle a fermé les yeux. Et elle a entendu. Encore. Tout bas. Tout doucement. Je ne devais pas partir, comme ça. Elle a sursauté. Elle a regardé autour d'elle. Personne. Elle a couru dans la maison. Elle a dit à sa tante Salomé. Il m'a parlé. Jonas m'a parlé. Salomé a blêmi. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas douté. Elle a juste dit. Il est bloqué entre 2 mondes. Et s'il est encore là, c'est qu'il réclame justice. Et 2 jours plus tard, il s'est montré. Mais cette fois, pas à Mariam. 2 jours après la veillée, la maison était retombée dans un silence pesant.
Mais personne ne dormait tranquille. Le fils aîné de Jonas, Junior, 16 ans, ne parlait plus depuis l'enterrement. Il restait enfermé dans sa chambre. Il ne mangeait presque rien. Il disait juste qu'il avait mal à la tête. Mal au cœur. Mal à l'intérieur. Cette nuit-là, aux alentours de 2h, Junior s'est mis à crier. Un cri long, aigu, terrifiant. Toute la maison s'est levée. Mariam a couru. Salomé aussi. La grand-mère est tombée en se levant. Quand ils ont ouvert la porte de la chambre, Junior était recroquevillé dans un coin. Ses yeux fixaient un point précis, près de la fenêtre. Il tremblait. Il ne pouvait pas parler. Et puis, avec difficulté, il a levé le bras. Et il a pointé du doigt. Il était là, a-t-il réussi à dire. Papa était là. Salomé a dit. Tu veux dire, en rêve? Junior a hurlé. Non. Je l'ai vu. Il est entré par la porte. Il m'a regardé sans parler. Il pleurait. Puis il est devenu petit, petit comme un enfant, et il est sorti par la fenêtre. Tout le monde s'est figé. Mariam s'est approchée de la fenêtre. Les rideaux flottaient, alors que dehors, il n'y avait aucun vent. Et juste en bas, sur le rebord, il y avait une trace de pas nus. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Et le lendemain matin, les tantes ont pris une décision. Le lendemain, dès le lever du soleil, les 3 tantes se sont réunies dans la cour. Mariam, Salomé, et l'aînée, Fatou. Leurs visages étaient graves. Elles ne se parlaient même pas. Mais elles savaient. Elles savaient que Jonas n'était pas parti en paix. Et qu'il ne partirait pas tant que la vérité ne serait pas dévoilée. Alors Fatou a dit. On doit aller voir le vieux. Celui du quartier d'Emenu. Tout le monde connaissait Papa Adjao, un vieil homme venu du Togo, installé depuis plus de 30 ans dans la région. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, les choses changeaient. Elles sont parties à pied. Elles ont marché en silence. Elles ont traversé 2 quartiers, évité les bavardages, ignoré les regards. Arrivé chez lui, il les attendait déjà assis dehors. Comme s'il savait. Il a levé les yeux lentement. Il est venu me voir cette nuit. Il n'est pas content. Personne n'a rien dit. Papa Adjao s'est levé. Vous voulez l'aider? Alors allez chercher le vêtement qu'il portait le jour de sa mort. S'il y a encore son sang dessus, c'est encore mieux. Mariam a ouvert grand les yeux. Mais, le pagne, c'est Tata Eugénie qui l'a pris après l'accident. Salomé a tremblé. Elles se sont regardées. Et Fatou a dit. On va chez elle, maintenant. Mais ce qu'elles allaient découvrir dans la chambre d'Eugénie allait faire basculer toute l'histoire. Elles ont marché vite. Mariam, Fatou, Salomé. Direction la maison d'Eugénie. La tante la plus secrète de la famille. Celle qui ne parlait jamais beaucoup, mais qui voulait toujours tout contrôler. Quand elles sont arrivées, Eugénie était là, assise devant sa porte. Elle ne souriait pas. Elle les regardait, comme si elle les attendait. Mariam a parlé en première. Le pagne, celui qu'il portait le jour de l'accident. Tu l'as encore. Eugénie n'a pas répondu. Elle s'est levée lentement. Elle a ouvert la porte de sa chambre. Et là, elle est allée fouiller dans une malle métallique, au fond. Quelques secondes plus tard, elle est revenue avec un vieux tissu roulé, emballé dans un sachet noir. Quand elle l'a ouvert, une forte odeur de sang séché est sortie. Fatou a reculé. Salomé a mis la main sur sa bouche. Le pagne était là. Et oui, le sang était toujours dessus. Elles l'ont pris. Elles ont remercié. Eugénie n'a rien dit. Elles sont retournées chez Papa Adjao. Il les a fait entrer dans une petite pièce à l'arrière de sa maison. Il a fermé les volets, allumé une bougie, pris une calebasse. Puis il a dit « Ce qu'on va faire ici, ce n'est pas un jeu. Ce qu'il a vécu n'était pas naturel. Quelqu'un l'a donné. Et aujourd'hui, on va renvoyer. »
Il a pris le pagne. Il l'a trempé dans une eau étrange. Il a commencé à parler dans une langue qu'aucune d'elles ne connaissait. Mariam a fermé les yeux. Elle sentait sa peau frissonner. Et d'un coup, la flamme de la bougie s'est éteinte toute seule. Puis une voix s'est fait entendre. Grave. Loin. Fatiguée. Elle m'a livré. Et 2 semaines plus tard, celle qui avait gardé le pagne est morte. La nouvelle est tombée comme une brique en pleine tête. 2 semaines après le rituel, Tata Eugénie est morte. Brutalement. Sans maladie. Sans accident. Un matin, elle ne s'est simplement pas réveillée. Et le plus troublant, c'est que ses yeux étaient ouverts, fixés vers le plafond, exactement comme ceux de Jonas à la morgue. Mariam a su tout de suite. Elle n'a même pas pleuré. Elle s'est juste assise, longtemps. Et elle a dit, le retour à l'envoyeur a été fait. Mais papa Adjao, lui, est revenu voir la famille. Et ce jour-là, il a dit la vérité. Devant tout le monde. Il s'est assis au milieu du salon, a pris une gorgée d'eau, puis il a dit calmement. Ce n'est pas elle qui l'a tué avec ses mains. C'est elle qui l'a donné. Silence. Elle était dans une réunion de femmes. Sororité ancienne. Elles lui ont fait croire que c'était pour la richesse, la protection. Sauf qu'au moment du remboursement, il a marqué une pause. Il fallait offrir une vie. Salomé a dit. Elle savait ce qu'elle faisait. Et papa Adjao a répondu. Non. Elle pensait que c'était symbolique. Que c'était une prière. Qu'un nom choisi au hasard allait juste ouvrir une porte. Puis il a ajouté. Mais ce nom, c'était celui de Jonas. Et ce qu'ils allaient apprendre sur ces réunions de femmes allait choquer toute la famille. Après la mort d'Eugénie, les langues ont commencé à se délier. Des femmes du quartier, des voisines, même des amis proches. Toutes racontaient les mêmes choses, mais en chuchotant. Elle allait dans des réunions spéciales. Elle portait des foulards rouges, attachés d'une certaine manière. Elle ne priait pas. Elle répétait des phrases qu'on ne comprenait pas. Et à la fin, elle mangeait. Mais ce qu'elle mangeait, personne ne savait. Une voisine, qui avait été invitée une fois, a dit. C'était un repas étrange. La viande n'avait pas de goût. Le riz était noir. Et quand j'ai demandé ce que c'était, elles ont rigolé. Mariam a demandé. Et Eugénie, elle, mangeait. La femme a hoché la tête. Elle ne posait jamais de questions. Elle disait juste que ces choses-là ouvraient les portes du succès. Papa Adjao a pris la parole. Ce qu'elle mangeait, c'était symbolique. Mais l'effet, lui, était réel. Chaque bouchée l'engageait dans une dette. Et dans ce genre de dette, on ne choisit pas toujours qui va payer. Mais quand le jour du remboursement est arrivé, Eugénie a dû donner un nom. Et ce nom-là était celui de son propre frère. Papa Adjao avait les yeux fermés. Il respirait lentement, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Puis il a dit, « Ce genre de pacte ne reste jamais vide. Quand vient le moment de payer, il faut donner un nom. » Et Eugénie, lors de la dernière réunion, celle juste avant l'accident, avait reçu la visite d'une des anciennes du cercle, une femme qu'on appelait Maman Louda. Elle lui aurait dit, « Prépare-toi. Ce mois, c'est ton tour. Tu vas devoir avancer un nom. Quelqu'un de ton sang. Pas trop vieux. Pas trop jeune. Quelqu'un qui a une belle étoile. » Et Eugénie, sans trop réfléchir, a prononcé « Jonas. » Sans haine. Sans intention de tuer. Juste, pour que ce ne soit pas ses enfants. Elle pensait que ce n'était qu'un rituel symbolique. Un nom comme un autre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où elle avait parlé, le compte à rebours avait commencé. Jonas allait avoir son accident. Son bras allait être arraché.
Et même à l'hôpital, rien ni personne ne pourrait le sauver. Et ce que la famille a vu le jour de l'enterrement d'Eugénie a prouvé que tout ce qui s'était passé n'était pas naturel. Le jour de l'enterrement d'Eugénie, tout était bizarre dès le matin. Le cercueil était là, mais rien ne tenait. On a mis sa tête droite, elle penchait. On a remis des coussins, elle retournait. Et toujours, du même côté, vers la porte, celle de sa chambre. Mariam a observé la scène. Elle n'a rien dit. Mais dans son cœur, elle savait. Elle regarde là où tout a commencé. Une des femmes qui habillait le corps a murmuré. On dirait qu'elle refuse de partir. Mais le plus étrange, c'était ses yeux. On avait mis du coton, du sparadrap, même un bandeau blanc. Mais ses paupières ne tenaient pas. Les yeux d'Eugénie restaient ouverts. Et comme figés, il regardait la poignée de sa porte. Tout le monde était mal à l'aise. Certains ont quitté la pièce. D'autres ont commencé à prier. Et même au cimetière, quand on a descendu le cercueil, le cou n'était toujours pas droit. Ce soir-là, personne n'est resté dormir dans la maison familiale. Tout le monde était parti. Mariam, elle, a dormi chez une cousine. Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose était terminé. Le lendemain, très tôt, elle est revenue. Seule. Elle est entrée dans la chambre d'Eugénie. La pièce était intacte. Mais, il y avait une odeur étrange. Pas celle de la mort. Une odeur de chaleur. Comme si quelqu'un venait juste de quitter les lieux. Sur le lit, il y avait un petit carnet. Noir. Fermé. Sans nom. Elle l'a ouvert. Et là, elle a vu. Des noms. Des dates. Des cercles. Des dessins qu'elle ne comprenait pas. Mais à la dernière page, un mot. Écrit à la main. Maladroitement. Ce n'était pas moi ou lui, c'était lui ou mes enfants. Et en bas, pardonne-moi. Mariam a refermé le carnet. Elle a respiré fort. Puis elle a regardé la chambre, longuement. Et elle a dit tout bas. Tu es parti. Mais lui, il n'avait rien demandé. Et c'est ce jour-là qu'elle a pris une décision. Quelques semaines après l'enterrement, Mariam est allée voir un pasteur. Un homme discret, sans caméra, sans bruit. Elle voulait comprendre. Elle voulait se libérer. Il a écouté toute l'histoire, sans l'interrompre. Puis il a dit une seule chose. Quand le sang est versé injustement, seul Dieu peut trancher. Il a prié pour elle. Il a prié pour Jonas. Et il a prié pour les enfants d'Eugénie. Car Mariam, elle, avait décidé de les élever. Tous. Elle a pris la relève. Et depuis ce jour, plus aucune manifestation. Plus de voix. Plus de pleurs. Plus d'ombre. Comme si Jonas avait enfin trouvé la paix. Et à la fin, le mal a été retourné contre celui qui l'a ouvert. Parfois, les gens qu'on aime nous blessent sans même le vouloir. Mais le pire, c'est quand le mal qu'ils font ne peut plus être réparé. La confiance, c'est fragile. Et dans certaines familles, elle ne revient jamais. Penses-tu qu'on peut pardonner quelqu'un qui a détruit une vie sans le vouloir? Réponds en commentaire. Abonne-toi. Partage. Et n'oublie jamais, les blessures invisibles sont les plus profondes.